Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, et pour ma part, je suis en forme pour vous proposer le Dev Café de ce lundi matin. Bon ok, la tasse elle est vide, mais bon, c'est tout comme. En tout cas, je vais pas vous faire une longue intro aujourd'hui, car il y a beaucoup de sujets, il y a eu beaucoup d'actu depuis vendredi, la dernière émission. Et bon, juste pour vous en donner un petit aperçu, il y a eu des licenciements chez Google, le tarif pro de ChatGPT est désormais connu, ou encore il y a eu des rachats. Bref, on regarde ça tout de suite. Pour commencer, vous avez peut-être déjà entendu parler de Geanymobile ou alors de Geanymotion, car pendant très longtemps, l'émulateur sur Android il était extrêmement lent. Et en fait, Geanymotion, qui est donc l'émulateur, il avait pour particularité de fonctionner sur VirtualBox. Et au fur et à mesure des années, ils se sont petit à petit réorientés vers une offre cloud, tout en réduisant aussi un peu la voilure en France pour se recentrer sur l'international. Et vendredi, on a appris que Shadow, qui est la solution de cloud computing qu'Octave Klaba détient depuis quelques mois, avait mis la main sur Geanymobile. Alors quelques têtes vont changer car l'actuel CEO de Geanymobile qui s'appelle Tim Danford va quitter son poste en mars pour laisser sa place à Arnaud Dupuis. L'idée de ce rapprochement c'est de tirer parti des compétences des deux côtés et c'est finalement assez intéressant parce que jusqu'à présent Shadow il communique quand même énormément sur l'aspect grand public mais avec Geanymobile en poche, on peut imaginer qu'ils vont accroître leur visibilité dans le monde pro. Et donc en toute logique on leur souhaite bonne chance. D'ailleurs, l'outil SCRCPY, qui veut dire Screen Copy, c'est un projet open source qui est maintenu par l'un des ingénieurs de chez Geanymobile, et on apprend par l'intermédiaire d'un tweet que sur la prochaine version de Debian, ça pourrait tout simplement pas être compatible à cause d'un problème avec un package Android. Alors pour rappel, c'est un outil qui permet de faire du mirroring d'un téléphone vers un ordinateur, un téléphone Android, et voire même un peu plus que du mirroring, car on peut contrôler le smartphone complètement. À être sur Android, et d'ailleurs je fais des belles transitions aujourd'hui, il y a une nouvelle version bêta d'Android 13 QPR2 Beta 2 qui vient de sortir, mais honnêtement il n'y a rien de croustillant pour nous les développeurs car elle vient juste corriger des bugs autour du Bluetooth et de la 5G. Mais malheureusement mes transitions vont s'arrêter là puisque je vais vous parler de ChatGPT, et la semaine dernière OpenAI avait commencé à prendre des inscriptions pour un programme pilote afin d'avoir accès à une version pro. Et l'idée est bien de conserver la version gratuite, mais la version payante aura pour garantie de fonctionner même en cas de forte charge et donc de fournir une réponse plus rapide. Par ailleurs, les nouvelles fonctionnalités seront aussi disponibles en avant-première pour les personnes qui paient, et ça paraît normal. Et la question qui rôdait jusqu'à présent, c'est quel en sera le prix ? On a désormais la réponse puisque ce sera 42$ par mois. Alors là-dessus, j'ai aucune idée si ce chiffre est élevé ou non, du coup n'hésitez pas à me donner votre retour là-dessus dans les commentaires. Mais en tout cas, OpenAI est vraiment obligé de basculer vers ce modèle payant, car certains analystes estiment que le coût en termes d'infra, c'est d'environ 100 000$ par jour. Mais bon, ChatGPT sortait un tout petit peu du cadre du mobile et on y retourne avec Jetpack Compose et SwiftUI qui sont des frameworks de Declarative UI de Google et donc d'Apple, et pour le moment on peut respectivement les utiliser en Kotlin ou en Swift. Et si toutefois vous n'aimez pas ces deux langages, deux sociétés qui m'étaient alors complètement inconnues jusqu'à présent, à savoir NStudio et Valor Software, ils viennent d'annoncer que les deux frameworks pouvaient être utilisés avec du native script. D'ailleurs, si ce langage vous est totalement inconnu, c'est du JavaScript qui permet tout simplement de concevoir des applications Android et iOS. Et je vous ai mis le lien vers les deux articles en description, sachant que chacun montre comment faire bien plus que de simples Hello World avec les deux frameworks, donc finalement c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Et allez tiens, je poursuis mes superbes transitions avec du Swift. Alors généralement on entend très peu parler de ce langage en dehors des applications pour l'écosystème Apple, mais il existe aussi un service nommé Swift Cloud qui permet de déployer des applications faites, vous l'imaginerez jamais, en Swift. Et vous pouvez soit créer un backend complet, soit faire du serverless. Alors pour le moment, la page des prix est complètement vide, donc profitez-en parce que pendant cette phase, tout est gratuit, mais ça ne devrait pas durer. Mais en tant que tel, ils annoncent une infrastructure qui couvre de nombreux pays, ou encore un temps de démarrage assez faible de 100 millisecondes. Bref, si ça vous dit de faire du code du backend en Swift, et ben voilà une belle solution pour démarrer. Allez, après cette vague de petites news, on va regarder les actus en bref pour dézoomer un tout petit peu du mobile, mais pas trop non plus quand même. On ne commence en effet pas par du mobile, mais plutôt par Ubuntu dont l'installateur graphique doit être porté depuis des mois et des mois en Flutter. Toutefois, le rythme semble s'accélérer avec des builds quotidiens et le site OMG Ubuntu a pu tester les dernières variantes. Il estime que la prochaine version d'Ubuntu qui sortira en avril pourrait embarquer cette nouvelle application tant elle est au niveau. Petit passage chez Twitter où on a enfin le fin mot de l'histoire autour de l'arrêt de l'API. Sans prendre les moindres gants, le réseau social vient de modifier ses conditions générales pour désormais indiquer dans la section des restrictions que, et je cite, l'utilisation ou l'accès aux matériaux sous licence pour créer ou tenter de créer un service ou un produit de substitution ou similaire aux applications Twitter est interdit.
Bref, dit autrement, tous les clients alternatifs sont désormais interdits. C'est donc une page qui se tourne définitivement pour Tweetbot, Phoenix, Twitterific et bien d'autres, dont certains existaient pourtant depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, toujours chez Twitter, la vente de certains objets du QG de San Francisco aux enchères s'est terminée, et on note que la statue en bois en forme d'oiseau a tout de même trouvé preneur pour 100 000 $. Côté web maintenant, vous connaissez forcément le CMS WordPress qui est certes open source mais qui a ses propres repos SVN et Git. Toutefois, l'équipe en charge de la communauté souhaiterait tout basculer sur GitHub afin d'éviter la multiplication des outils, notamment sur l'aspect collaboratif. Selon un article du Monde et relayé ici par France Info, les codes barres des produits pourraient disparaître d'ici à 2027 pour laisser place à des QR codes. L'idée serait d'y stocker des informations comme l'origine du produit. Toutefois, cela demanderait une énorme logistique pour remplacer ne serait-ce que toutes les caisses en magasin. Bref, affaire à suivre. Et enfin, DevCafé évoque le mobile, mais parfois les infos sont surprenantes. En effet, au Japon, des lecteurs et enregistreurs de CD et DVD sont proposés par Logitech. Mais la particularité est qu'ils ne vont pas dans un ordinateur, mais plutôt pouvoir être utilisés sans fil avec un smartphone. Les prix varient de 73 à 118 €, mais a priori aucune commercialisation en dehors du pays n'est prévue pour le moment. Pour cette deuxième partie de l'émission, je ne vais vous parler que de Google, en bien comme en mal, mais on va quand même commencer par le positif, puisque je vous ai déjà parlé du Google Summer of Code qui consiste à financer des contributeurs pendant l'été pour leur permettre de travailler sur des projets open source. Mais depuis 2019, Google aide aussi les projets open source avec le Google Season of Docs. Alors l'idée c'est d'améliorer la documentation des projets open source, mais contrairement au Google Summer of Code, ce ne sont pas les participants qui sont rémunérés, mais plutôt les projets directement, avec une bourse qui est comprise entre 5 et 15 000 $. C'est donc à chaque organisation de chercher les contributeurs qui pourront venir ensuite grignoter dans cette cagnotte. Les organisations pourront donc postuler dès la mi-février et les contributeurs pourront aussi commencer à se faire connaître à peu près en même temps. Bref, que vous soyez un projet ou un féru de la doc, ça peut être un projet intéressant qui va donc se dérouler sur plusieurs mois. Le lien avec les infos, comme toujours, c'est dans la description de la vidéo. On poursuit avec une info qui peut être bonne ou mauvaise selon le point de vue que l'on prend. Alors au cours des derniers jours, on a pu voir que la relation entre Google et l'Inde c'était quand même un tout petit peu compliqué, notamment autour d'un jugement sur l'intégration abusive des applications Google sur les téléphones. Et Google a essayé de se défendre en mettant en avant des copier-coller, mais finalement la Cour suprême a bien validé le jugement en mettant de côté les arguments de Google. Sauf que dans la décision, il est aussi question des boutiques d'applications tierces. Et en l'état, comme vous le savez, c'est totalement possible de les installer, mais à la main. Et l'Inde va aller bien plus loin, puisqu'elle demande à Google, d'ici à ce jeudi 26, d'héberger sur le Google Play directement les stores alternatifs. Donc il n'y aura plus besoin de les installer à la main, puisque c'est donc bien directement sur le Google Play. Et autre restriction, la décision de la Cour suprême rajoute que le sideloading ne doit pas être restreint de quelque manière que ce soit. On va donc voir ce que fait Google d'ici à jeudi, mais ça paraît quand même assez court. Mais c'est quand même aussi une décision bien plus contraignante que le DMA en Europe, car les stores tiers doivent bien être ici sur le Google Play, alors qu'en Europe ce ne sera pas le cas. Comme d'hab, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce dossier. Et ensuite, j'imagine que vous l'avez entendu dans à peu près tous les médias, mais Google vient d'annoncer le licenciement de 12 000 employés, soit un peu plus de 6% de la masse salariale, sachant que jusqu'à présent, ils avaient relativement rechigné à faire ces licenciements, préférant parfois décoter certains salariés, mais finalement, ils suivent Meta, Microsoft et Amazon. Par contre, à noter quand même, Apple, finalement, ils n'ont rien annoncé pour le moment. Mais bon, quand même, je dois vous dire que je suis un peu choqué par l'annonce, car dans le communiqué de Sundar Pichai, il indique que la sélection s'est faite, et je le cite, pour s'assurer que notre personnel et nos rôles sont en phase avec nos plus grandes priorités en tant qu'entreprise. Donc a priori, les personnes qui partent, elles ont un rôle peu important, elles ne se sentent pas prioritaires. Et là-dessus, j'ai ouvert LinkedIn et je suis par hasard tombé sur ce post de Negar Bayati qui travaillait sur l'accessibilité en Flutter et qui a été viré. Donc si on comprend bien, l'accessibilité c'est vraiment pas un sujet important chez Google. Donc là-dessus, je vais faire un peu mon coup de gueule, mais qu'ils arrêtent vraiment de nous saouler avec leurs vidéos, ils se font passer pour des bienfaiteurs dans le domaine, car on voyait bien, et on voit mieux encore maintenant que tout ça c'est vraiment que du vent. Bref, en tout cas moi j'espère que cette employée, elle trouvera un job dans une entreprise plus valorisante que Google. Et là-dessus, il faut que j'essaye de faire une transition comme je peux, mais Google a rappelé les deux cofondateurs, à savoir Larry Page et Sergey Brin, pour avoir leur avis sur la direction que devrait prendre la boîte dans l'avenir. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est IA. Donc a priori, lors de la Google I.O., on va attendre parler que de ça cette année. Mais si je vous en parle, c'est que parmi toutes ces IA, il y en a une qui pourrait nous intéresser. Alors c'est très bref dans l'article du New York Times, mais je vais vous le lire pour bien que vous compreniez. Au mois de mai, Google prévoit d'annoncer un outil destiné à faciliter la création d'applications pour les téléphones Android, nommé Collab plus Android Studio, qui permettra de générer, de compléter et de corriger le code.
ça a l'air sympa en tout cas sur le papier, et a priori il semblerait que ce soit même un peu plus avancé que GitHub Copilot, car là il est question de corriger du code. Bref, je vous en dirai plus, mais pour info, Google a déjà élaboré une IA en interne qui est capable de coder la migration d'une base de code d'une version de Python à une autre, donc on peut imaginer sans problème que ce genre d'outil sur Android, ça puisse totalement être envisageable. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit en intro, il s'est quand même passé beaucoup de choses depuis vendredi. En tout cas, j'ai pas de boule de cristal par contre pour vous prédire maintenant votre horoscope ou votre avenir, mais il y a quand même une chose qui est sûre, je vous donne rendez-vous demain, même heure et même endroit. Et allez, s'il vous reste quelques petites secondes, n'oubliez pas le like, l'abonnement et le partage. Et allez, bonne journée à toutes et à tous.